Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 15 mai 2020, le président Trump annonce qu'un certain scientifique au nom de Moncef Slaoui gérerait le développement d'un vaccin contre le Covid-19. Le monde découvre avec stupéfaction pour les uns, surprise pour d'autres et certainement amertume pour quelques-uns de ses compatriotes qui n'ont pas donné suite à ses propositions de collaboration au Maroc, le nom de celui qui a promis à l'humanité un vaccin avant la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, Moncef Slaoui, ce belgo-marocain, puisqu'il a séjourné pendant près de 20 ans en Belgique, n'est pas le seul scientifique de renommée mondiale ayant été formé en partie au Maroc et qui livre ses services ailleurs. Pour ce débat de ce soir sur G5 G5 Info, nous donnons la parole à d'autres éminents chercheurs et praticiens. Ils sont au nombre de 6, mais nous aurions pu en trouver 100, 200 ou 1000. Nous sommes heureux ce soir de recevoir de France Madame Samira Fafi-Kremer et plus précisément de la ville de Strasbourg. De Bruxelles, Madame Majlouine Rhali, bien évidemment Dr Majlouine Rhali. De Bruxelles toujours, Dr Kaddar Samir, Dr Abdellatif Louhabi, Dr Mahdi Talib, et puis de Marrakech aussi, nous avons notre ami Dr Brahim Dafali qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à mon petit-fils, Iyad. Il a eu 4 ans. Je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de fêter son anniversaire avec lui, puisque je suis retenu en dehors du Maroc. Mais heureusement que Covid-19 est connu partout, et même chez les garçons, même s'ils subissent, ou ils ont subi eux aussi le confinement. Il sait que son grand-père n'était pas avec lui à cause du corona. Encore une fois, joyeux anniversaire, Iyad. Je reviens à mes invités. Je commence par une brève présentation. Je commence par vous, Madame Samira Fafi-Kremer de Strasbourg. À vous la parole, si vous pouviez ouvrir votre micro. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente d'être parmi vous avec Monsieur Le Bied et évidemment mes collègues. Donc je me présente, je suis Samira Fafi-Kremer. Je suis marocaine d'origine avec des origines de Filigue et je suis directrice de l'Institut de virologie au CHU de Strasbourg. Merci, Madame Rhali. Une petite présentation. Je vous remercie pour cette invitation et aussi je suis très contente de voir tous mes collègues que je connais déjà bien sûr et que je côtoie toujours. Et donc je suis le docteur Ali, je suis ophtalmologue, chirurgien de orbitopalpébral et je suis chef clinique à Saint-Pierre et j'ai une clinique ici sur Bruxelles où je travaille avec plein de mes collègues et voilà. Merci, Dr Abdellatif Louhabi. Oui, bonsoir. À mon tour de vous remercier pour cette invitation et heureux d'être parmi vous et aussi parmi vos auditeurs. Je suis probablement le seul parmi vous qui n'est pas médecin. Je suis biologiste de formation, donc je suis originaire de Larache, la petite ville Larache au sud de Tanger. J'ai passé mes études en majorité à Tanger et puis je suis venu en Belgique à l'âge de 21 ans pour un master et puis un doctorat. Et depuis, j'ai évolué dans l'industrie pharmaceutique comme chef de département de la recherche sur les adjuvants à GSK, GlaxoSmithKline. Et puis depuis 2 ans à peu près dans la société aussi américaine Baxter. Un autre défi pour moi, donc c'est une gamme de produits différents. Donc j'espère vous apporter quelques éclaircissements peut-être sur le développement des médicaments et des vaccins. Merci, c'est Abdellatif. Alors vous êtes de l'Arrache, c'est Talib et d'El Jdida. Et n'est-ce pas, c'est Talib, originaire de Jdida. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, c'est Talib Mehdi, donc originaire de Jdida, fils de Jdida, donc je suis né à Jdida, et je suis venu à Strasbourg
J'ai fait ma médecine générale à Strasbourg, puis la spécialité à Bruxelles. Je suis gastro-entérologue en milieu privé et hospitalier. Voilà, donc à Bruxelles. Merci, c'est Samir. Voilà, je continue sur le même lancé. Je suis fils de Berkane, je suis originaire de Berkane. J'ai fait ma formation à l'ULB en partie. Donc je suis anesthésiste réanimateur, je sors de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et je sors de Sciences Po Paris, gestion et politique de santé. Et je dirige en même temps une clinique spécialisée à Bruxelles. Merci. Alors, normalement, c'est Brahim Defalit avec nous de Marrakech, lui aussi ayant suivi une formation à l'étranger. Alors, je ne sais pas s'il est en ligne. Non, il n'est pas encore en ligne. Alors, nous allons lancer le débat. Subhanallah, tout le Maroc pratiquement est représenté. Rabat, Figuig, Jdida, Larache et pour Samir, vous êtes d'où? Berkane. De Berkane, voilà, de Berkane. Donc, Berkane. Berkane, oui, oui. Donc, je vais commencer par vous, docteur Samir, puisque vous Exactement. êtes le président du réseau des compétences médicales des Marocains du monde. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur le nombre de ces scientifiques d'origine marocaine qui sont un peu partout dans le monde et qui, leur position géographique et peut-être aussi leur degré de responsabilité? Voilà, c'est une grande question, c'est Stéphane. Tout d'abord, le réseau C3M, ou le réseau des compétences médicales des Marocains du monde, qui est fondé en 2012. C'était une initiative, une idée du gouvernement marocain. Et il s'est fondé depuis 2012. Et puis, petit à petit, se sont constituées plusieurs compétences dans le domaine de santé. On est à plus de 400 actuellement, avec certains donc, qui constituent le noyau, mais vraiment le noyau solide, qui sont issus de plusieurs pays. Maintenant, quand vous posez la question combien de scientifiques ou combien de médecins marocains, comme vous l'avez dit dans votre introduction donc, télévisée donc, il y a quelques jours, on est à plus de 16%. Donc pratiquement donc 16% de par le nombre des Marocains à l'étranger, le nombre de scientifiques à le l'étranger. nombre des Marocains résidant à l'étranger, D'accord. qui sont d'un nombre de 5 500 000 donc de par le monde. Alors ces 16% donc ce sont des statistiques de l'OCDE qui datent de 2010, mais actuellement aujourd'hui, je crois qu'on a nettement dépassé ce chiffre-là. Rien que les médecins, comme vous l'avez bien dit, donc en France, on dépasse les 10 000 et qui représentent une fraction des 2/3 donc de la communauté médicale marocaine résidant à l'étranger. L'autre tiers, c'est réparti dans d'autres contrées, notamment le continent américain, donc le continent européen et asiatique aussi. Oui, alors l'humanité a été secouée par le Covid-19. En France, la région de l'Est a subi avec la région de l'Île-de-France les plus gros dégâts. Alors, Madame Samira Fafi-Kremer, en tant que directrice de l'Institut de virologie de Strasbourg, décrivez-nous un peu ce que vous avez vécu pendant cette période difficile et ce nombre invraisemblable. Et vous ne m'entendez pas? Je disais que comment vous avez vécu cette période difficile du Covid-19 dans la région de l'Est, dans la région de l'Est de la France. Vous m'entendez? Parce que moi aussi je ne vous entends pas. Oui, alors c'est vrai, on était très vite confrontés à l'épidémie. Vous m'entendez? Oui, moi j'entends bien. Oui, je vous entends. Je vous avais perdu un petit moment, mais là je vous entends. L'épidémie à cause d'un cluster, d'un groupe d'évangélistes, à peu près 2000 personnes, qui, parmi eux, il y avait des personnes qui étaient contaminées par le Covid. Et le Covid s'est donc disséminé comme ça, d'abord dans le Grand Est et puis un peu partout en France. Alors,
c'était effectivement une période difficile que, paradoxalement, le souvenir que je garderai est une belle expérience parce que c'était une expérience unique, parce qu'en tant que virologue surtout, on était donc face à un nouveau virus, donc il y avait tout à apprendre, il y avait beaucoup de recherches à faire. On était une expérience unique aussi au niveau de la gestion de la crise. Il fallait gérer à la fois le personnel, gérer la peur du personnel, essayer de répondre rapidement aux cliniciens pour pouvoir les aider à mieux prendre en charge les patients. Et puis, je dirais, une expérience unique au niveau des relations humaines. Je dois dire que c'est grâce, entre guillemets, au Covid que j'ai connu Samir, que j'ai connu C3M, que j'ai connu Monsieur Youssef. Abdelrahman Meshraoui, Monsieur Abdelrahman Louhabi, plusieurs collègues, des gens de Filik, des gens du Maroc. Ça m'a rapproché de mon pays, je dois le dire. Et donc, c'est la meilleure récompense, je dirais, malgré donc, toute la fatigue et la pression qu'on a subie. Finalement, ça a quand même eu des avantages, je dirais. Oui, merci docteur Abdelatif. Alors, puisque vous êtes dans le domaine des produits pharmaceutiques, il y a eu tout un débat sur des produits pharmaceutiques tout au long de cette période du Covid-19. Alors, comment vous avez vécu aussi, que ce soit en Belgique ou ailleurs, cette polémique autour d'un certain nombre de médicaments et puis ce qu'a dit, ce qu'on pense un peu, l'opinion médicale sur ce problème de médicaments? Ok, mais écoutez, je dois avouer que je ne suis pas directement impliqué dans le développement de médicaments contre le Covid, donc je vais parler vraiment par rapport à l'effort qui était plus tiré par la curiosité, par le fait que nous sommes tous concernés par cette pandémie. Je vais rapidement rebondir sur ce que disait Samira. Je partage vraiment le même sentiment parce que ce Covid est une crise. Je crois qu'on l'a tous vécu comme ça parce que ça a changé notre vie pendant une certaine période et probablement pendant quand même longtemps. Mais c'était vraiment une occasion qui a été assez rapidement transformée en une opportunité de travail collectif. Je fais partie de l'association C3M et j'en suis très fier, mais je fais partie aussi de d'une autre association de biologistes qui s'appelle Biomatech. Et cette association, depuis quelques années, était vraiment très peu active. Et puis tout d'un coup, il y a eu une explosion d'activités envers le Maroc ou de manière plus globale pour générer de la connaissance et la présenter. Donc, mais si vous voulez mon avis maintenant par rapport au développement des médicaments, je pense que la situation est clairement, et je pense que ça tout le monde le partage, en quelques semaines, en quelques mois, il est très difficile de développer de nouveaux médicaments. Il est quasi impossible. Donc, ce que tout le monde a fait, c'est essayer de gérer la situation d'abord par la pratique médicale, et là, je laisserai mes collègues en parler plus amplement par rapport aux soins disponibles et ce qu'on a compris de la maladie, de la pathologie assez vite, mais qui s'est avéré assez rapidement ne pas être très exact. Donc, il y a eu une évolution même par rapport à l'approche thérapeutique et au traitement. Par rapport aux médicaments, je pense que au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a toujours aucun médicament qui a démontré une efficacité contre le Covid, à part peut-être la dexaméthasone. Et donc ça date d'il y a quelques jours. Je peux peut-être en parler un peu plus tard si vous le souhaitez, mais le constat général est que au jour d'aujourd'hui, aucun médicament efficace n'est entre les mains des médecins de la communauté mondiale pour lutter contre cette maladie. Donc on attend ce vaccin avec impatience. Alors, docteur Talib et docteur Hali, en Belgique, la communauté belgo-marocaine a été un peu touché aussi par le Covid-19. Malheureusement, il y a eu pas mal de décès. Alors vous receviez donc des gens malades, vous receviez des gens de la communauté marocaine qui avaient l'habitude de venir chez vous, qui n'ont pas l'habitude donc
de l'ampleur de cette épidémie, comment vous avez réagi par rapport à l'ampleur des dégâts causés par le Covid-19 ici en Belgique. Alors, docteur Rahali, puisque docteur Talib est là moi aussi. j'ai Voilà. été Oui. Voilà. Moi, j'ai été un petit peu comme tout le monde confinée pendant une semaine parce qu'on nous a dit il faut fermer le cabinet, la clinique, il faut fermer ça et laisser que les hôpitaux. L'hôpital où je travaille, l'hôpital universitaire, ils ont gardé que les stagiaires, bien sûr comme tous les hôpitaux du monde, je pense, les stagiaires, les médecins qui sont hospitaliers et tous ceux qui sont indépendants, qui viennent de l'extérieur, et ils étaient comme en réserve dans le cas où les autres sont malades ou pas. En ce qui concerne le service d'ophtalmologie. Bon, la première semaine, sincèrement, quand j'étais confinée, c'était la panique à bord parce que j'étais loin de mes patients. Donc, on me téléphonait de partout parce que tous les patients marocains me téléphonaient. Donc, je répondais, on m'envoyait des photos et je voyais que la situation ne pouvait pas. Même moi, j'étais pas bien. Alors, comme mon cabinet n'est pas loin, j'ai commencé à travailler 10 jours après et ça a été une ouverture par rapport à mes patients incroyable. Tous les urgences y venaient. Alors, ce que j'ai remarqué pour la communauté marocaine, mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'ils ont moins peur. Ils sont pas, c'est-à-dire, la famille, c'est la famille, les grands-parents, les visites, ils doivent peut-être une minorité qui n'ont pas vu leurs grands-parents et tout, mais ils sont tous réunis. Et c'est pour ça, on a constaté, et je pense que Dr Talib pourra confirmer ça, que dans les hôpitaux et dans les soins intensifs, par exemple à Saint-Pierre et dans à Erasme, il y avait plus de Marocains que d'autres. Peut-être c'est par hasard, mais quand même, il y avait plus en soins intensifs à Erasme. Un collègue me disait qu'il y avait plus de Marocains en soins intensifs que les autres nationalités. Donc, mais à la fin, ils ont compris. Et donc, je trouve que maintenant, on a continué à travailler, que ce soit à l'hôpital et au cabinet. Et donc, ça se passe super bien. Les gens se protègent, ils mettent le masque. Mais je trouve que quand même, au début, tout le monde était un petit peu perdu par méconnaissance. Personne ne savait, il fallait ce traitement, il fallait ça. Et donc, on était tous perdus, que ce soit les patients, les médecins et tout le monde, en ce qui me concerne maintenant. Alors, j'ai eu pas mal de cas de conjonctivite à Covid, quand on venait de savoir on savait même pas que ça existait. Donc, on a eu des renseignements en catastrophe, comme quoi, attention, il y a des conjonctivites à Covid. Donc, on a eu on dirait que cette situation, c'était une situation informative. C'est comme si on était en formation, nous aussi, en direct et en live, directement, on s'informait. À chaque fois, on avait des symptômes qui se rajoutaient. Voilà. Mais en fin de compte, ça s'est bien passé, je pense. Alors, oui. Docteur Talib, parmi aussi les symptômes du Covid, il y avait cette absence de goût. Je pense que vous avez été sollicité de ce côté-là aussi, vous avez reçu des patients, vous avez orienté les gens. Comment vous avez vécu cette période, surtout par rapport à des clients émanant de la communauté belgo-marocaine? En fait, en ce qui me concerne, pour tout ce qui est travail en milieu hospitalier, donc les services de gastro-entérologie n'ont gardé que les urgences gastro-entérologiques, c'est-à-dire les hémorragies, les corps étrangers, etc. Et donc, on nous appelait uniquement pour vraiment les urgences. Tous les autres examens ont été recalés ou postposés. On vient d'ouvrir maintenant le service normal, si vous voulez. Et donc, mais normalement, on devait rester disponible en cas où ils devaient nous appeler. Il s'avère que, en tout cas personnellement, je n'ai pas été appelé en dehors des urgences gastro-entérologiques, en tout cas pas en renfort pour les Covid. Alors, pour ce qui est du privé, donc je n'ai gardé aussi que les grandes urgences, c'est-à-dire que je n'ouvrais que de temps en temps pour voir 3 à 4 patients parce que c'était urgent, mais sinon, je me suis confiné 2 mois. Donc, j'ai pris vraiment mon temps. Donc, pendant 2 mois, j'ai fermé le cabinet. Alors maintenant, ce qui est intéressant, je trouve que je vais dire, puisque les autres ne l'ont pas signalé, mais c'est l'expérience que j'ai et d'autres médecins ont la même expérience que moi,
c'est que les consultations, depuis qu'elles sont ouvertes maintenant, je n'ai jamais vu, depuis plus de 20 ans que j'exerce maintenant, je n'ai jamais vu autant de symptômes psychosomatiques liés au stress depuis le confinement. Et c'est vraiment phénoménal. J'ai jamais vu ça. J'en ai parlé à plusieurs personnes, à plusieurs médecins, parce que effectivement, tous les autres médecins me confirment ça. Quasiment 30% de mes consultations maintenant, c'est des gens qui ont des symptômes qui ont commencé à partir du confinement, genre douleur abdominale, fourmillement dans tout le corps, maux de tête, fatigue, palpitations, douleur thoracique, oppression, mais tous liés au stress. Et ce sont des patients qui ont été faire plein d'examens croyant que c'était le Covid, etc. Mais en fait, en réalité, c'était des symptômes liés au stress. J'en ai vu encore aujourd'hui 5, comme ça, exactement les mêmes symptômes chez tout le monde. So, évidemment, ils viennent chez moi parce que je suis gastro-entérologue, ils ont des douleurs abdominales, des nausées, etc. Mais c'est le même tableau chez tout le monde. Et c'est vraiment fou le stress que ce virus a fait chez les gens. Évidemment, parce qu'il y avait la pression médiatique, les gens voyaient le nombre de morts tous les jours, la panique qui est dans les hôpitaux, le stress du confinement, etc. Ça, vraiment, je trouve que c'est un point qui mérite d'être soulevé. Dans les médias, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais moi, je le vois au quotidien. Et je pense que ça mérite vraiment d'être soulevé parce que j'en ai discuté avec les psychiatres qui travaillent avec moi dans la clinique à Antoine de Page. Ils ont maintenant une consultation bondée de monde à cause de ça. Donc, les psychiatres m'ont dit, c'est fou, c'est le nombre de patients qui n'ont jamais eu de soucis psychiatriques, qui viennent en attaque de panique, angoisse, etc., avec des symptômes assez importants liés au Covid. Enfin, liés indirectement au Covid, hein, ils n'ont pas le Covid. D'accord. Alors, après ce tour d'horizon sur la situation du Covid en Europe, parlons maintenant, si vous le permettez, de votre appréciation depuis l'Europe, depuis la Belgique, depuis la France, du Maroc. Comment vous avez vu de l'extérieur? Je sais pour vous, docteur Halib, on va commencer par vous, votre maman est restée au Maroc, vous m'avez dit. Alors comment vous avez vu la gestion de ce dossier Covid par le Maroc? Peut-être ouvrir votre micro, docteur Hali. Et on va avoir un petit souci technique qu'on va résoudre tout de suite. Voilà. J'ai dit la première semaine où j'étais confinée, sincèrement, j'étais comme la panique. J'ai eu la peur de ma vie, panique par rapport à ce virus qu'on connaissait pas, et surtout j'étais inquiète par rapport à mes parents et à ma famille qui restait au Maroc. Je me disais, si la France, il y avait des morts en France, il y avait des morts en Belgique, on entendait des catastrophes par les médias et tout, et on voyait nous les urgences et tout vraiment plein. Je me dis comment ça va être le Maroc, comment ils vont les patients, les hôpitaux, ils sont pas capables d'assumer les soins intensifs. Comment on va faire? Eh ben sincèrement, j'ai été agréablement surprise et je suis fière parce que vraiment, ils étaient... Allô? Oui, on vous entend, madame. On vous entend. Ah oui, excusez-moi. Oui. Alors vraiment, j'étais agréablement surprise et j'étais vraiment fière du Maroc et de comment ils ont géré. Ils étaient les meilleurs dans le monde entier, excuse-moi de vous dire ça, et ils étaient meilleurs et ma famille sont tous, et Dieu merci, en bonne santé, et j'ai même comme mes frères qui travaillent, sont médecins et tout, ils travaillent, ils sont en sécurité, ils sont protégés. Et ça a été une baguette magique. Tout le monde était. Il y avait une aide incroyable. Les cliniques qui ont ouvert leur établissement pour aider les malades. Vraiment, c'était une aide incroyable, franchement. Et je trouve. On va demander l'avis de la spécialiste de Strasbourg. Alors, docteur Samira Fafi-Kremer, comment vous jugez cette gestion du Covid au Maroc? Alors, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 213 décès. Aujourd'hui, il y a eu un nombre important
de personnes contaminées sur la banlieue de la ville de Kinitra, autour d'un certain nombre de régions agricoles. Mais comment vous, scientifiques, spécialistes de la virologie, vous jugez la gestion du dossier Covid au Maroc? Alors moi, je partage complètement ce qu'a dit Dr Hali. Effectivement, le Maroc a su très bien gérer la crise en mettant en place très rapidement le confinement. Donc, ils n'ont pas attendu d'avoir une circulation très importante comme ce qui est arrivé chez nous. Et le fait d'avoir su protéger la population et d'avoir mis en place des mesures drastiques qui peuvent parfois peut-être être estimées comme dures, mais franchement, elles étaient nécessaires et très efficaces, puisque moi aussi, mes parents, ils habitent à Meknès, au Maroc, et pareil, au début, d'ailleurs, ils devaient venir à Strasbourg juste une semaine avant le confinement ici, et quand j'ai appris qu'ils allaient devoir rester au Maroc, j'ai aussi été inquiète, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de lits de de réanimation au Maroc. Le système d'hospitalisation, il n'est pas très... Enfin, le niveau, en tout cas, il est un peu plus... il est plus faible, on va dire, que la France, mais franchement, on peut être fier de notre pays. Ils ont très bien géré la situation. On le voit maintenant. Et d'ailleurs, Meknès a été très vite exemple de Covid-19. Et là, actuellement, bon, le confinement, je crois qu'ils ils sont pas entièrement déconfinés. Mais d'après ce que me disent mes parents, les gens respectent. Même apparemment, ils sont en train de préparer les aéroports pour que s'il y a des voyageurs qui soient bien contrôlés au niveau de la température avec toutes les mesures d'hygiène, ce qui n'est malheureusement pas le cas partout. Et donc, en résumé, je dirais que je suis très fière et franchement, le Maroc a su très bien gérer la situation du Covid. Alors, docteur Abdelatif, revenons à ce problème de médicaments. Alors, je pense que vous connaissez le nom du médicament qui a été utilisé pour soigner les patients au Maroc, et vous dites qu'il n'y a pas un médicament qui a donné de bons résultats, mais là au Maroc, et sur quelques pays aussi, il y a le médicament qui a été aussi testé et bien testé, avec apparemment de bons résultats à Marseille, semble avoir bien fonctionné au Maroc aussi. Vous parlez probablement de De la l'hydroxychloroquine. chloroquine. Tout à fait. Ok. Oui, bah, ok, très rapidement, je confirme mon appréciation par rapport à ce qui a été dit par Dr. Hali et Samira Fafi. Je pense que le Maroc a eu une réaction rapide, des mesures très bien adaptées. Et je pense qu'il faut vraiment saluer cette démarche préventive qui était celle des autorités, mais je pense qu'il faut aussi saluer la discipline de la population qui a suivi ces mesures en grande majorité. Bon, il y a toujours des petites exceptions. Et ironiquement, je compare ça un peu aux États-Unis. Je trouve que les Américains étaient beaucoup moins disciplinés, que ce soit les autorités ou que ce soit la population par rapport au respect du confinement. Et je pense que voilà, il y a eu des régions où le prix fort, malheureusement, a été payé. Alors, Vous pensez que la différence est au niveau de la discipline? Parce que entre 213 morts jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'on a connu en France, en Espagne, en Italie, il n'y a pas photo. Ouais. Écoutez, on va peut-être revenir là-dessus, mais si votre question, est-ce que c'est le seul confinement qui a fait qu'il y a eu très peu de décès au Maroc liés au Covid, je pense qu'aujourd'hui, scientifiquement, par rapport à une approche scientifique rigoureuse, Oui. il n'est pas possible de dire si uniquement le confinement était le responsable ou grâce au confinement uniquement, on a eu ce faible décès. Peut-être que c'est lié à d'autres paramètres comme la pyramide d'âge, comme les habitudes alimentaires des personnes. Il peut y avoir d'autres éléments. Et d'ailleurs, c'est une des remarques et des regrets que j'ai par rapport à des essais cliniques qu'on dit observationnels ou rétrospectifs dans lesquels on peut générer ce genre d'informations et mieux comprendre pourquoi il y a eu si peu de décès au Maroc. Mais la question n'est pas là. Je pense que, alhamdoulilah, il y a eu très peu de décès. Après, on peut se poser des questions pourquoi.
pour revenir à votre question par rapport à l'hydroxychloroquine, écoutez, il est très facile de critiquer a posteriori parce qu'il faut revenir 3 mois ou 4 mois un peu à l'avant. Tout le monde était paniqué, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, partout dans le monde. Et l'approche qui consiste à dire, voilà, on a des patients qui sont en détresse, nous n'avons pas de médicaments approuvés par les autorités de santé qui a démontré son efficacité, il faut aider ces patients. Et donc, l'approche, que ce soit de Raoult, mais que ce soit à Marseille, ou que ce soit d'autres hôpitaux en Chine ou aux États-Unis ou en Europe, qui ont essayé de soigner, d'aider leurs patients avec d'autres médicaments, donc ce qu'on appelle le repurposing, donc réutiliser des médicaments qui sont indiqués pour d'autres maladies virales ou inflammatoires pour voir si on peut aider les patients. Je crois que c'est une approche qui se défend, qui se respecte. Ce que je regretterais, peut-être, c'est qu'il n'y a eu aucun essai clinique au Maroc pour essayer de confirmer l'efficacité de cette hydroxychloroquine par rapport aux patients marocains. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait que ce matin, j'ai un peu confirmé les statistiques. Dans des pays où on peut se comparer, par exemple la Tunisie, il y a 4 essais cliniques en cours. En Égypte, il y a eu 32 essais cliniques. En Iran, ils sont juste après les États-Unis, il y a 183 essais cliniques, dont à peu près une vingtaine pour voir est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace ou pas avec d'autres traitements. Au Maroc, il y a eu 0 essai clinique publié ou rapporté. Donc, je regrette un petit peu cette absence de pas après, ok, la décision, sincèrement, je pense pas qu'elle soit critiquable, d'essayer d'aider les gens avec un médicament qui a montré sa sécurité. Bah, évidemment, il fallait l'utiliser dans un cadre strict hospitalier avec un suivi. Et en association avec d'autres médicaments, pas seulement l'azithromycine, ils ont associé avec des médicaments pour un autre médicament, je me rappelle pas le nom, mais c'était pas seulement l'azithromycine. C'était des anticoagulants. C'était les anticoagulants. Dans les cas graves, ils donnaient des anticoagulants. C'était dans le protocole du ministère de la Santé. J'avais lu le protocole des anticoagulants pour prévenir donc la coagulation intravasculaire disséminée. En fait. C'est vrai, j'avais lu le protocole du ministère de la Santé. Ils étaient effectivement. Ça a été mis en place à partir du moment où on a compris que le problème n'était pas uniquement respiratoire, mais il y avait un problème cardiovasculaire en plus. Ça n'a pas été tout à fait au début. Mais c'est ce que je disais, ça rejoint à un moment donné, lorsqu'on a des patients, en fonction de la connaissance qu'on a et des médicaments qu'on a à disposition, il faut les aider. Mais après, essayer de comprendre est-ce que ces médicaments, par rapport à la population marocaine, est-ce qu'il y a eu un bénéfice ou pas, il n'y a que des essais cliniques qui peuvent le démontrer. Et ça, malheureusement, j'ai vu aucun essai clinique qui a été. Mais je pense qu'il est en cours. D'accord. Et qu'il est en cours, les Docteur cliniques, je pense. Il y a docteur Defali qui vient de nous rejoindre depuis Marrakech. Comme il n'a pas encore eu droit à la parole, puisqu'il vient à peine de nous rejoindre, je vais d'abord lui demander très brièvement de se présenter, de nous parler un peu de son parcours. Est-ce que Dr Defali est toujours là? Oui, il est là. Et votre micro est ouvert. Alors, très brièvement, votre parcours, puisque vous êtes à Marrakech, vous êtes rentré après votre formation, et puis vous allez réagir aussi sur la gestion du Covid au Maroc. Allez-y. Oui, tout à fait. Eh ben, je me présente tout d'abord. Je suis vraiment très, très content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment un réel plaisir parce que j'ai la double nostalgie de retrouver mes anciens amis de Bruxelles et puis de retrouver aussi l'ambiance dans laquelle j'étais. Bon, Brahim Defali, il est Marrakchi. Il a fait ses études de médecine générale en Tunisie. Puis, j'ai fait ma spécialité en anatomie et cytologie pathologique à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Après, en 2003, 2 jours après ma thèse, j'ai rejoint Marrakech dans l'espoir d'avoir un cabinet privé d'anatomie et de cytologie pathologique. C'est vrai que concernant le Covid et la situation qu'on a vécue dernièrement, je peux vous dire qu'on était rapidement confronté aussi à la situation au Maroc. C'est vrai que c'était une phobie un petit peu généralisée, mais c'était une phobie, si je peux dire et si j'ose dire, elle était quand même avantageuse, elle était bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté cette sensibilité de la part des administrations marocaines qui a agi vraiment d'une façon très rapide et d'une façon globale et intéressante.
mais également aussi de la part des citoyens qui étaient vraiment disciplinés. Je peux en être témoin parce que j'ai quand même laissé mon cabinet ouvert. Pourtant, le personnel et moi, un petit peu stressés parce qu'on savait plus à quoi faire et puis on était chamboulés aussi dans notre travail. Mais quoi qu'il en soit, je peux être témoin que les autorités sanitaires ont fait vraiment des choses extraordinaires, des choses magnifiques, tant le milieu hospitalier que privé, parce que je peux être témoin aussi, le privé, il a même réservé pratiquement tous les blocs opératoires, les services de réanimation, les services d'hospitalisation, rien que pour le Covid, mais dans plus de 90% des cas. Et on a laissé les 10% pour les cancers parce que, vous savez, moi, je m'occupe des analyses de cancer. Je les voyais moins, mais ça, c'était au détriment, bien sûr, des gens qui étaient hospitalisés pour le Covid. Et donc, je crois que la situation a été maîtrisée d'une manière vraiment remarquable. Les anesthésistes, réanimateurs, les internistes, bref, les pneumologues aussi, on avait des webinaires pratiquement tous les jours. On suivait les situations de près. Il y avait quand même des communiqués de presse de la part du ministère de la Santé qui informait les gens. Et donc, tout ça, on sentait qu'il y avait quand même une mobilisation assez intéressante et assez importante, que ce soit de la part des autorités que de la part des gens. Ça, d'une part. D'autre part, bon, moi, je suis pathologiste, je suis un petit peu loin de la thérapeutique, mais je salue quand même le comité scientifique qui a été géré par le ministère de la Santé et qui a englobé quand même des pharmacologues, des anesthésistes réanimateurs, un petit peu des 4 coins du Maroc. Et ce sont eux qui sont inspirés pour, bien sûr, choisir la thérapeutique. Vous l'avez bien élucidé. Bien sûr, on ne connaissait pas vraiment la maladie telle qu'elle est, mais on savait que par la suite, il y avait des problèmes de coagulation intravasculaire disséminés. Et c'était pour cette raison que, bien sûr, la thérapeutique déviait de temps à autre. Et malgré tout, on est aujourd'hui, après 3 ou 4 mois, à 213 décès seulement. Donc, je crois qu'on peut saluer quand même nos compétences marocaines. On peut saluer les autorités marocaines qui ont vraiment agi d'une manière vraiment incontestable. Et puis saluer aussi les Marocains parce qu'ils étaient quand même sages et ils étaient confinés d'une manière, je crois, rigoureuse. Ah, merci Et aussi, pour ce témoignage. Oui, docteur Hali. Oui, je voulais, parce que j'ai eu des gens qui m'ont informé que quoi même les hôtels, ils ont prêté leurs hôtels quand un patient était Covid et qu'il sortait, qui est guéri, le confinement de 14 jours, il restait dans un hôtel, 5 étoiles parfois, loin de sa famille, comme ça, pour qu'il soit jusqu'à ce qu'il ait guéri complètement. Et ça n'a jamais été fait ailleurs. J'ai pas vu ça. Alors, et ça, c'est au Maroc. Vraiment, oui, c'est magnifique. Franchement. Rapidement, on va faire rapidement, puisque bon, on doit encore passer au vif du sujet, à savoir les compétences marocaines à l'étranger et la coopération avec le Maroc. Très rapidement, la plupart des pays européens ont totalement déconfiné. Le Maroc a déconfiné à moitié. Quel est votre avis à ce sujet, commençant par Dr Samira Fafi? Alors, c'est difficile de donner un avis sur ça. C'est très difficile parce que vraiment, il n'y a personne qui peut deviner comment va évoluer l'épidémie. On se base sur ce qu'on voit au fur et à mesure. Là, effectivement, en France, là, on voit qu'il y a une vraie baisse en France et en Europe, une vraie baisse de la circulation virale. Et ça pourrait dire qu'on avait raison de déconfiner complètement, progressivement quand même, mais complètement. Maintenant, le Maroc, c'est vrai que c'est difficile de juger. Ils sont très précautionneux. Ils veulent s'assurer qu'il n'y a vraiment plus de virus pour pouvoir tout ouvrir. On ne peut pas leur reprocher parce que comme ça, je pense, vu ce qu'ils ont fait, donc c'est dommage que tous les efforts qui ont été faits, qu'ils soient un peu, comment dire, annulés par juste on déconfine très vite. Alors, docteur, difficile. Ouais. Oui, docteur Samir Keddar, alors vous, je sais que vous avez encore des relations avec des collègues à vous, des confrères à vous au Maroc. Et alors, comment vous avez jugé cette gestion du Covid au Maroc? Premièrement, j'aimerais bien revenir un petit peu donc, à votre question précédente, oui, qui concerne
toutes les mesures qui ont été prises, notamment au Maroc ou bien à l'extérieur du Maroc. Le Maroc est devenu, puis on est fiers de cette appartenance. Le Maroc a pris donc rapidement des mesures quand même assez importantes qui ont été uniques par moment. Ça, tout le monde le dit, il le redit. À l'étranger, au sein du réseau C3M, le réseau des compétences médicales des Marocains du monde, nous aussi, on n'était pas en reste parce que le réseau, au sein du réseau, donc il y avait 40 experts un petit peu partout dans le monde et on s'est mis au sein d'une plateforme numérique qui était unique et on présentait de l'aide, un soutien et psychologique et médical aux Marocains du monde. Donc, soit les Marocains résidant à l'étranger, soit les Marocains qui sont bloqués malheureusement à l'étranger. Donc, je me permets de vous donner, si j'ai un petit moment, donc si vous me permettez, donc, un petit récit des chiffres. On a eu au moins 400 appels émanant de 17 pays différents, donc les îles Comores, notre pays africain, des États-Unis, le Canada, de l'Inde, l'Irlande. Des appels de Marocains ou... Les appels de Marocains, exactement. Les appels de Marocains au sein de cette plateforme numérique qu'on a constituée rapidement donc, pour les Marocains du monde et les Marocains bloqués à l'étranger. Donc, rapidement, on a constaté, comme ça a été dit par ces médias, on a constaté qu'il y a 60% pratiquement des gens qui souffraient de problèmes psychologiques. Donc, on peut énumérer pratiquement tous les signes et tous les symptômes qui ont été rapportés. Il y avait des conseils médicaux qui ont été donnés. Puis voilà, la majorité, c'était des Marocains résidant à l'étranger. Et il y avait 35% quand même des Marocains qui ont été bloqués à l'étranger et qui devraient retourner au Maroc. Ces chiffres ont rapidement se sont tassés avec le mois de Ramadan. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, ça diminue progressivement. On a de moins en moins d'appels. Et voilà. Donc, en posant la question sur le déconfinement, bien entendu, le Maroc, en cette situation actuelle, avec les mesures qu'il a prises, je crois qu'elles sont nécessaires et qu'elles sont justes. On ne peut aller vers un déconfinement rapide, du jour au lendemain, comme c'est effectué dans certains pays. C'est vrai, l'économie ou les finances, donc on souffre, oui. Mais il faut faire attention de la deuxième vague. Il faut faire attention donc d'avoir une recrudescence quand même assez importante donc des complications, parce que quand on parle de coagulation intravasculaire disséminée, c'est quand même grave. C'est plus de 90% de mortalité. La gravité de la maladie Covid-19, elle est double. Premièrement, parce que le virus SARS-CoV-2, il se développe rapidement, donc d'une manière assez rapide. C'est un ennemi, comme c'était dit, un ennemi invisible. Et puis la deuxième gravité, c'est parce que dans certaines, heureusement, c'est une petite portion. Donc, quand il y a des complications, les complications sont malheureusement parfois avec un risque vital assez important. Donc, au sein du réseau C3M, on était assez sensibilisés pratiquement durant 2 mois, depuis début avril, et jusqu'à maintenant, on continue. On a un contact permanent, comme vous l'avez dit, donc avec soit les autorités marocaines ou bien d'autres collègues, donc soit au sein des universités, au sein du ministère, soit le ministère donc chargé des Marocains résidant à l'étranger au ministère de la Santé. Donc justement, cette plateforme a été faite avec le soutien donc du ministère des Marocains résidant à l'étranger. Oui. Alors rapidement aussi, Dr Talib, vous avez parlé de problèmes psychiques. Il y a aussi les enfants. Ils n'ont pas l'habitude de confinement. Vous avez suivi quelques cas aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. Donc, je ne m'occupe pas des enfants, en fait. Je n'ai pas vraiment de connaissances là-dessus au niveau des enfants. Par contre, ce que j'ai suivi, c'est surtout, puisque Samir en a parlé,
les Marocains bloqués Oui. en Belgique. J'en ai vu beaucoup parce que j'étais en contact permanent avec le consulat du Maroc qui m'a envoyé les patients. Bon, pour ça, je salue le consulat parce qu'ils ont fait un grand travail ici. En ce que je sais et en ce que me racontaient les patients et me racontent toujours, dans la mesure où les patients bloqués ici, quand ils avaient un problème de santé, ils contactaient les personnes de contact au consulat et ces personnes de contact les ont envoyées, les dispatchées chez des médecins. Parmi ces médecins, donc, il y avait moi pour tout ce qui est problème gastro-entérologique. Et donc, j'en ai vu beaucoup. Et j'ai constaté effectivement ce que Samir vient de dire, beaucoup de stress parce que, ajouté au stress du Covid et du confinement, il y avait le stress d'être loin aussi de sa famille, Oui. d'être loin du Maroc et parfois même loin de ses enfants, etc. Je connais quelques couples qui sont venus me voir, qui sont venus ici juste pour des soins, pour une semaine, ils sont restés bloqués, ils ont laissé des petits-enfants au Maroc. Donc, bon, il y a toujours des situations parfois extrêmement difficiles pour des familles. Par contre, pour les enfants, en général, dans ma pratique quotidienne, je ne vois pas les enfants. D'accord. Alors, rapidement aussi, vous y croyez à une deuxième vague, docteur Abdellatif El-Ouhabi? On va commencer par vous. Vous croyez à une deuxième vague? Écoutez, je n'ai pas. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous Il est entend, oui. activé maintenant. Oui. Donc, ouais, c'est une question très difficile, hein. Comme on dit, une question à $1 million. Je n'ai pas la boule de cristal. Ce que je peux dire, c'est que si on revient un peu vers l'histoire, il y a eu des pandémies où il y a eu des deuxièmes vagues. On peut parler de la grippe espagnole. Il y a eu d'autres pandémies où il n'y a pas eu vraiment de deuxième vague, donc, mais qui étaient moins importantes, mais qui ont été considérées comme une pandémie. Le SARS-CoV-1 a été décrété comme une pandémie. Je pense, en écoutant les experts, que la probabilité est probablement faible, en tout cas pendant cette période estivale, mais bon, dans l'hémisphère où on a les quatre saisons. Est-ce que on est prêt pour une deuxième vague? Je pense que clairement oui. On est mieux préparé pour une deuxième vague, que ce soit par rapport à la rapidité de la mise en place des mesures. Et on peut voir l'exemple de la Chine, où dès qu'il y a quelques cas qui se déclarent, les mesures qu'ils mettent en place, probablement capitalisant sur l'apprentissage qu'ils ont eu pour gérer la première vague, s'avère beaucoup plus efficace parce que voilà, on n'a pas cette explosion exponentielle. J'imagine que ça sera pareil un peu partout dans le monde. La meilleure connaissance de la maladie, sa physiopathologie, les traitements, peut-être aussi le fait qu'on a compris qu'il faut être prêt par rapport aux masques, aux produits de désinfection, etc. Donc, mais est-ce qu'il y aura une deuxième vague ou pas? Je crois vais poser la question à au docteur Samira Fafi. Est-ce que ce qui se passe en Chine, à Tokyo, enfin pas Tokyo, à la capitale chinoise, Pékin, est-ce que cela ne vous inquiète pas? Alors, je pense que on ne peut pas considérer ça comme une deuxième vague à Pékin, parce que j'ai discuté avec des amis chinois. Pékin n'était pas beaucoup touché. On parle de deuxième vague quand il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont infectées, c'est-à-dire il y a encore beaucoup de personnes naïves par le virus, et donc il peut y avoir, comme le virus est contagieux, on peut avoir une contamination d'un très grand nombre de personnes et très rapidement. La deuxième vague va dépendre du nombre de personnes qui ont été infectées pendant cette première vague de l'épidémie. Comme a dit Abdellatif, c'est très difficile à évaluer. On peut dire que peut-être à l'automne, avec le retour les gens seront un peu plus dans des endroits plus confinés ou plus rapprochés. Si on ne prend pas des mesures barrières, il y a plus de risques d'être contaminé. Sachant quand même, il y a certains endroits, par exemple en France, là dans le Grand Est, on est beaucoup plus contaminé, je dirais entre guillemets, immunisé contre le virus que dans d'autres régions. Il y a plusieurs, il y a plusieurs paramètres aussi qu'on ne connaît pas pour ce virus. Si on prend en compte les anciens coronavirus,
Il y a celui qui circule beaucoup en France, c'est le coronavirus humain, le 229E. Celui-là, c'est un virus bénin et probablement il donne également des formes graves chez certaines personnes fragiles, mais beaucoup moins que le SARS-CoV-2. Et on avait étudié, entre 2008 et 2012, on avait étudié sa saisonnalité, notamment à Strasbourg. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'entre 2008 et 2009, il circulait uniquement pendant l'hiver. Et curieusement, en 2010, il a circulé pendant toute l'année. Pourquoi? On ne sait pas. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres. C'est pour ça que c'est très difficile de dire est-ce qu'on va avoir une deuxième vague ou pas. L'essentiel, comme a dit Abdellatif, c'est d'être prêt. Et ça, je pense qu'on l'est actuellement. Et puis, maintenant qu'on est habitué aux mesures barrières, je pense qu'on sera un peu plus, ce sera même beaucoup plus facile d'être confronté à cette épidémie, une éventuelle deuxième vague qu'au tout début. Alors, on va entamer la deuxième et dernière partie de l'émission, commencer par Marrakech. La question est que vous êtes tous en partie formés au Maroc, peut-être jusqu'au baccalauréat, pour quelques-uns après le baccalauréat, et que, par exemple, Ibrahim Defali nous a dit que en 3 jours, il a décidé de rentrer à Marrakech. On va d'abord lui poser la question, pourquoi ce retour précipité? Et peut-être aussi discuter de vos expériences. Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a retenu en Europe, et terminer par votre opinion sur la santé au Maroc et vos relations scientifiques et médicales avec le Maroc. Alors, Dr Ibrahim Defali, qu'est-ce qui vous a fait revenir au Maroc aussi vite? Premièrement, bien sûr, on a toujours la nostalgie d'être chez soi, c'est sûr. C'est Ibrahim. Vous n'aimiez pas les frites belges? Oui. Vous n'aimiez pas les frites belges? Non, si, je les aime jusqu'à présent, j'aime beaucoup les moules et frites belges. J'adore la Belgique, j'ai beaucoup d'amis belges. Pour beaucoup plus que le Maroc. Oui, mais Gia al-Marrakechia m'a fait revenir très rapidement. Mais franchement, c'est vrai que on se trouve dans un pays qui a peut-être besoin de spécialités médicales et de médecins en général. Je crois que le fait d'être au Maroc et peut-être d'avoir un petit, j'ose dire, une petite contribution au Maroc, mais tout en gardant bien sûr des liens avec l'Europe, je crois à mon sens que ça pourrait être une très bonne chose. D'autant plus que depuis cette date, on essaie toujours d'organiser des petits séminaires, des petites conférences, en invitant bien sûr nos professeurs et nos experts belges. Et je crois que ça permet de garder les liens avec la Belgique et de mettre un petit peu nos différentes spécialités au point de ce qui se passe bien sûr en Europe et dans les pays très développés. Le fait que je retourne très vite, ne serait-ce que pour ça, mais bien sûr, je garde toujours des relations avec Bruxelles. Je viens pratiquement périodiquement pour faire des stages à l'hôpital Erasme, chez mes anciens professeurs, et puis je les invite aussi pour animer quelques débats quand on organise des congrès à Marrakech. Bien sûr, si Samir Qaddar, j'ai eu l'occasion d'être avec lui en 2012, en 2013 à Marrakech au CHU. On a animé des journées sur le cancer gynécologique. Avec mon ami Mehdi Talib, on organisait des séminaires sous l'égide de la Société marocaine d'endoscopie digestive et de gastroentérologie. Donc, je crois que même si j'ai rejoint le Maroc un petit peu précocement, je garde toujours mes pieds à Bruxelles. Voilà. Alors, docteur Qaddar, qu'est-ce qui fait retenir nos scientifiques et nos médecins à l'étranger? Ah, c'est une bonne question. Vous savez, donc, durant des années, il y a un flux. Il faut dire ce qu'il y a à dire, et le constat, il est là. Il y a un flux depuis le Maroc vers l'étranger de nos scientifiques. Et vous avez commencé l'émission avec un nom qui est assez connu aujourd'hui de Monsef Slaoui, que notre ami Abdellatif le connaît très bien. D'ailleurs, ils ont travaillé ensemble, n'est-ce pas, Abdellatif? Je crois que d'une manière progressive, c'est l'environnement propice
à la recherche scientifique. C'est la fluidité donc de la prise de décision, c'est les conditions du travail d'une manière générale qui font qu'un chercheur se sente bien ou pas. Mais ça, c'est pas un. Je crois pas, personnellement, je crois pas que c'est un problème. Là, c'est pas un problème, c'est plutôt une richesse. Et la richesse, elle est constituée par le fait que c'est ces compétences qui vivent à l'étranger, donc sont une richesse ou un concentré d'intelligence quand même qui est inépuisable et que le Maroc pourrait en tirer profit. C'est ça, je crois que la question doit se poser ici. Comment peut-on fédérer ces compétences? Comment peut-on fédérer ces richesses? Il y a eu plusieurs tentatives. Oui, pardon? Il y a eu plusieurs tentatives depuis le FINCOM. Oui, FINCOM, c'était assez timide hein, comme tentative. Nous prenons l'exemple de nos amis espagnols, ils étaient assez efficaces par rapport au programme onusien. Ils étaient assez efficaces et ils ont, je veux dire, raflé ou bien rapatrié toutes leurs compétences en leur proposant des conditions nettement meilleures de ce qu'ils avaient à l'étranger. Et donc, du jour au lendemain, ils sont arrivés au bon niveau scientifique par rapport à d'autres pays européens. Donc, les conditions sont très importantes pour nos chercheurs. Maintenant, là aussi, c'est pas la question. Mais la question, comment peut-on assurer ce think tank entre les chercheurs au Maroc et les chercheurs à l'étranger. Donc, je crois que c'est important maintenant, avec les enseignements du Covid, de préférer la télémédecine, la télésanté ou l'intelligence artificielle ou ce contact à distance, et puis fédérer toutes ces compétences et se concentrer d'intelligence pour pouvoir apporter donc une valeur ajoutée. Ça, d'une part. Un autre point, c'est celui de vous allez me dire l'État. Quel est le rôle de l'État ou du gouvernement là-dedans? Donc c'est un rôle d'accompagnement, c'est un rôle de soutien. Si on avait une cellule au consulat ou à l'ambassade, etc., qui s'occupe de cela, du moins la coordination de ces forces vives, parce que vous l'avez bien dit, c'est la santé, c'est le substratum, donc c'est la richesse en fait d'une nation. On a la preuve réelle ici en fait. Alors je crois que on doit tirer des enseignements, un enseignement assez très utile donc de cette pandémie, celui donc de penser et de réfléchir, parce que c'est le moment, c'est à réfléchir à ce rapatriement ou à le fait d'attirer nos compétences de l'étranger vers le Maroc, d'aller vers des projets, d'aller vers une réflexion unique, homogène, avec nos compétences marocaines qui vivent au Maroc, comme il l'a bien dit Ibrahim. Donc le lien doit continuer, il doit se consolider. Alors, docteur Talib, je sais que vous faites des va-et-vient assez fréquents vers le Maroc. Est-ce qu'un bon médecin comme vous, et comme vous tous et toutes, peut bien gagner sa vie au Maroc aussi, dans le secteur médical, dans le secteur privé? Je crois que c'est une question à poser à Ibrahim Dafali, puisqu'il y travaille, pour nous dire si on peut bien gagner notre vie là-bas. Je n'en sais vraiment rien du tout, mais je crois qu'il est mieux placé pour répondre à cette question. Donc, je peux, moi, vous dire si on peut bien gagner notre vie en Belgique. Voilà. Est-ce que c'est ce qui vous retient en Belgique? Non, pas du tout. Moi, ce qui me retient en Belgique, je ne le sais pas parce que je ne suis pas du tout maître de mon destin. Et donc, c'est le destin qui a fait que je suis toujours en Belgique. C'est la nécessité que je ne maîtrise pas. Et donc, pour moi, je crois vraiment, je suis quelqu'un qui croit au destin. Je crois vraiment que je n'ai aucun libre arbitre. Donc, que tout ce que je fais, c'est par nécessité et que c'est comme ça. Et que c'est mon inconscient qui décide. Donc, ce n'est pas vraiment mon conscient. Mon conscient, il est très petit. Il ne représente pas grand-chose. Donc, je ne sais vraiment pas pour quelle raison je suis resté. C'est un destin. J'aurais pu bien rentrer comme Brahim et être maintenant au Maroc. Il me l'a demandé plusieurs fois. Et à chaque fois, je disais oui ou non, puis oui, puis
maintenant, finalement, je suis là. Mais il n'y avait vraiment aucun mobile. En tout cas, à ma connaissance, moi, je ne connais aucun mobile qui me tient. Et puis finalement, comme disait Samir, et je suis très d'accord avec lui, parce qu'il a réveillé une bonne idée en moi maintenant, je n'avais pas pensé du tout à ça. Pourquoi il faut rentrer au Maroc? Est-ce que c'est vraiment ça le plus important au temps de la mondialisation? Moi, je pense qu'une diaspora marocaine à l'étranger, elle va être beaucoup plus efficace si elle reste à l'étranger, et notamment si elle garde des liens avec le pays d'origine. Et donc des liens de collaboration, etc., d'entraide. On sera beaucoup plus efficace que de rentrer tous au Maroc. Là, on n'aura plus aucune force à l'étranger. Quand vous voyez, par exemple, la diaspora turcophone en Russie, c'est grâce à cette diaspora que la Turquie garde une force et une présence en Russie, et surtout une pression politique sur la Russie. Et donc, partout dans le monde, les diasporas ont un rôle important, et ce rôle va encore être beaucoup plus important avec la mondialisation. Donc moi, je pense qu'on sera beaucoup plus utile, comme disait Samir, à rester, mais à collaborer, et surtout que le Maroc fasse tout pour que la diaspora reste en contact avec le Maroc, reste attachée à son pays d'origine, et qu'on ne se dissout pas, qu'on ne soit pas vraiment complètement assimilé dans le sens où on veut nous assimiler. Mais en tout cas, qu'on garde ce lien, que ce soit nous ou nos enfants, etc. Je pense qu'on sera beaucoup plus utile dans ce sens-là. Docteur Hali, vous vouliez intervenir? Oui, comme il a dit Dr Talib, c'est vrai que c'est le destin, mais le fait, par exemple, en ce qui me concerne, moi je suis restée en Belgique, c'est pour, bon, bien sûr il y avait le souci de la famille, mais maintenant quand vous avez un fils et qui a grandi, que lui il ne veut pas rester en Belgique, donc là ça donne une autre réflexion, mais le problème c'est que au début on est resté en Belgique pour évoluer, parce que on voulait pas rentrer au Maroc, avoir un cabinet, point barre, et vite fait. On voulait évoluer. On a évolué tous, parce que je connais mes collègues et je sais comment on a débuté, comment on a évolué. Et maintenant, on est arrivé, c'est vrai, à un niveau que le retour, on voudrait, par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'aurais aimé retourner au Maroc, mais comme ils ont dit mes collègues, avoir un lien en Belgique et au Maroc. C'est-à-dire travailler en Belgique si je veux, travailler au Maroc quand je veux. Maintenant, si je veux travailler au Maroc, et j'en rêve, c'est-à-dire je voudrais bien, le Maroc ne peut pas vous donner l'autorisation parce que il faut s'inscrire complètement à l'ordre des médecins au Maroc et il faut annuler la Belgique. Et ça, on peut pas. On a un lien en Belgique et on doit entre les deux, quoi. C'est ça, s'ils peuvent nous ouvrir la porte, Dr Kadar, s'ils peuvent nous ouvrir la porte pour qu'on puisse travailler, qu'on reste en Belgique, mais qu'on puisse travailler aussi au Maroc, puisqu'on a l'autorisation, on a les moyens de travailler au Maroc. Moi, je veux rentrer. Et il y a une loi justement dans ce cadre-là, et est occupé on est en préparation d'une loi justement, et bientôt ça sera possible. J'espère le plus rapidement possible, parce que là aussi c'est problématique. Peut-être légèrement, mais il y a une lenteur de la décision. Il faut dire ce qu'il y a à dire. La décision, elle prend un temps quand même assez conséquent, inversement aux décisions qui ont été prises pour le confinement, pour la fermeture des frontières, etc., qui sont de bonnes décisions. Tant mieux. Alors, si je peux rajouter par rapport à ce qui a été dit par mes amis et collègues, c'est que, vous savez, donc, en l'ère de mondialisation, il faut qu'on s'organise en réseau. D'où l'idée du réseau C3M. Réseau, donc, ça n'a pas de frontières. C'est à l'échelle planétaire, on s'associe en réseau. Mais peut-être réseau du réseau, pour avoir un porte-parole avec le gouvernement, avec les représentations diplomatiques, les représentations consulaires, et ainsi de suite. Et ça permet d'avoir cette fluidité, donc, des messages, puis un dialogue. On est tout à fait ouvert au dialogue. Donc, justement, parce que ce qu'on a appris ici, et ce qu'on apprend ici tous les jours, c'est on va pas dire qu'on n'apprend pas l'ouverture au pays, mais on apprend donc différemment, et il y a moyen de faire profiter notre pays et la santé en général, et de partager justement ce savoir-faire, ce transfert d'expertise
d'une manière tout à fait équitable et dans le sens donc de la démocratisation de la santé au Maroc. Oui. On peut même faire des consultations à distance. On l'a fait avec cette plateforme Medel à l'occasion du Covid-19. Pourquoi pas? Donc, continuez à le faire. Alors, ma question est pour Dr Samira Fafi et Dr Abdelatif El Ouahabi. Est-ce que vous êtes un peu plus dans le domaine de la recherche? Est-ce que le faible budget alloué à la santé, est-ce que c'est ce qui vous peut-être pousse à ne pas vous investir dans la recherche au Maroc, ou qui peut peut-être oui. dissuader des chercheurs comme vous à repartir au Maroc? Alors Samira, docteur Samira. Oui, justement, en tant que chercheur, c'est un peu différent de disciplines purement médicales. Pourquoi? Parce que d'abord, si je parle juste de la virologie, moi, ça fait 3 ans que j'essaye, dans tous les congrès, j'essaye d'aller vers les Marocains. Je dis, est-ce que vous faites de la virologie? Il y a très peu de laboratoires qui font de la virologie au Maroc. Et alors, c'est juste pour la virologie, mais aussi pour la recherche. Je pense que la recherche n'est pas très encouragée au Maroc. En tout cas, il n'y a pas de système, enfin, à ma connaissance actuelle, qui permet de la valoriser, de l'évaluer. Je ne crois pas qu'il y ait une évaluation comme il y a dans les pays européens où on a toutes les 3 ans où il y a ce qu'on a fait. Il n'y a pas non plus de compararapport au si on par rapport. Je crois qu'on est basé principalement. Ça, je pense, ça aussi, ça devrait changer pour encourager les gens à faire plus de recherche. Alors, docteur Abdelatif, Et donc, 0, déjà, pardon. Quelque chose au niveau Oui. local, au niveau puis. Alors, on a du mal à recevoir le son de Samira Fafi. On va peut-être revenir sur Abdelatif El Ouahabi. Abdelatif El Ouahabi, est-ce que ce faible budget alloué à la santé, c'est ce qui vous inquiète? C'est ce qui peut-être vous empêche? En tout cas, c'est ce qui a peut-être empêché aussi le docteur Slaoui à repartir du Maroc. Je ne sais pas si vous m'entendez. Docteur El Ouahabi. Docteur El Ouahabi? Est-ce que les autres docteurs m'entendent? Très bien. Peut-être je laisserai juste Samira parce que je pense qu'elle voulait terminer une idée. Il y a eu à un moment donné peut-être un petit problème technique. Alors on va les laisser donc, terminer. Je t'en prie, Samira, et après je rebondirai sur la question avec plaisir. Non, je voulais juste dire que j'espère qu'avec le réseau de C3M, on va pouvoir plus facilement collaborer avec les chercheurs au Maroc. En tout cas, moi, j'espère pouvoir recruter des Marocains, des doctorants ou des masters qui viendraient au laboratoire et pouvoir mettre en place des projets. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On l'a déjà fait, hein, Samira. On l'a déjà fait et c'était une belle réussite. Hein. Il y avait des doctorants, etc., soit en Allemagne, au Canada, ou bien en Belgique. Donc, il y avait des publications dans ce sens-là. D'accord. Alors, on pourra le faire, bien sûr. Docteur Ouahabi, par rapport au faible budget alloué à la santé. Oui. Écoutez, moi je vais faire une analyse très pragmatique. D'abord, je rappellerai, tout le monde l'a dit, tout le monde le sait, la fuite des cerveaux du Maroc vers l'étranger est une énorme perte pour le Maroc, pour le pays, parce que la plupart de ces gens évoluent, font leurs études souvent jusqu'à l'université ou des écoles supérieures, puis après partent. Je pense que la question du budget, bien sûr, il faut un certain budget, mais je pense que c'est une question secondaire. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y ait une réelle politique et une volonté politique pour baser l'économie du pays sur une économie dite du savoir, une économie où on crée de la valeur ajoutée par la recherche et le développement. Sincèrement, moi, si vous me posez la question par rapport à pourquoi je suis resté en Belgique, pourquoi je suis pas revenu au Maroc, très simplement parce que quand je suis venu du Maroc en Belgique, c'était avec l'objectif de revenir au Maroc et de devenir prof universitaire. Au moment où j'ai terminé ma thèse, le Maroc avait fermé toutes les portes pour le recrutement des profs universitaires. Il y a eu ce fameux sondage qui a été organisé par Feu El Besri. Et puis, nous, on arrivait juste après et hop, on nous a dit
plus rien. Alors bon, j'avais pas trop le choix. Je suis resté en Belgique, mais sincèrement, je ne l'ai jamais regretté parce que je crois que ça a été une formidable opportunité pour moi de m'ouvrir. Pas uniquement au niveau technico-scientifique, mais je crois au niveau surtout approche culturelle de comment faire de la recherche une richesse pour la société. Comment transformer la recherche en richesse. On a pas uniquement un savoir, mais des produits, un bien-être pour la société à travers des produits de santé, ou simplement à travers la diffusion. Il y a un bruit de fond là. Oui. Je ne sais pas si. Allez-y, c'est le docteur Faut que je Samir mette en qui. mute. Donc, Oui. si Mustafa, moi je Oui. crois que la diaspora. Oui, c'est. Et je partage à moitié l'avis que la diaspora peut rester à l'étranger. Oui, Je oui. partage à moitié l'avis que la diaspora peut rester à l'étranger, parce qu'on peut prendre l'exemple de l'Irlande ou de la Chine. Ces pays-là, ils sont passés de la Chine est passée de Made in China to Made in by China, grâce en grande partie à la diaspora. Mais la diaspora est un levier. Ce qui est essentiel, c'est une volonté interne du pays pour faire de l'économie une économie basée sur le savoir. Et à ce moment-là, vous aurez toutes ces compétences, ces gens qui font de la recherche ou qui font de la pratique médicale, qui vont être tentés par rentrer pour diverses raisons, parce qu'ils ont des attaches avec leur famille, ou parce que le salaire deviendrait peut-être plus attractif, ou parce que la qualité de vie et le compromis entre le salaire et la qualité de vie est meilleur. Mais personne ne le fera si on se retrouve face à une situation où on n'a pas besoin de nous. Et donc nous ne sommes pas. Oui. La diaspora, ce n'est pas ça qui fera que Docteur le Ouhabi, Maroc. Voilà. Un proverbe marocain, je m'adresse toujours à vous, un proverbe marocain dit que marocain n'est pas impossible. Regardez ce qu'a fait le Maroc pour les masques pendant cette période du Covid. Comment du jour au lendemain on est devenu producteur et même exportateur de masques. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment la démonstration que le problème n'est pas l'expertise technique. Il y a de l'expertise technique au Maroc. Je pense qu'il faut juste une politique où on va transformer notre économie d'une économie de production et d'export en grande partie de matières premières, parce que c'est un peu le cas. Bon, il y a le secteur automobile et aéronautique qui commence à se développer par rapport à la sous-traitance, mais ce sont des sociétés étrangères. On ne peut pas dire que l'automobile, c'est une industrie marocaine. Demain, Renault décide de délocaliser en Éthiopie parce que les salaires elle va faire. Il faut vraiment une action nationale, que ce soit au niveau de la santé, les industries pharmaceutiques ou d'autres industries, deviennent des industries marocaines et investissent dans la recherche et le développement. Et avec ça, vous allez attirer toutes les compétences marocaines du monde entier qui vont contribuer à cet essor économique et non pas en être l'impulsion. L'impulsion doit venir de l'intérieur. Alors, je vais revenir sur Marrakech avec docteur... Je ne suis pas tout à fait d'accord. L'impulsion doit être... Oui. Pardon. Je disais, oui, c'est vrai, l'impulsion peut être interne, mais oui, Sabeltef, il a bien expliqué sa vision, mais je crois l'impulsion, elle doit être bilatérale. C'est vrai, elle doit être interne, mais tu sais, c'est important pour nous aussi de nous organiser donc, et de nous fédérer à l'étranger. Il y a moyen, donc, c'est ce qu'on appelle, tu viens de la définir, ça c'est une richesse du savoir et on peut même la transformer en richesse financière qui puisse qu'on puisse la faire rentrer donc au Maroc. Mais à condition d'avoir des responsables, un bon interlocuteur. Jusqu'à maintenant, l'interlocuteur fait défaut. On n'a pas cette fluidité. Donc, à maintes reprises, d'ailleurs, au moment où on était à maintes reprises au Maroc, donc je fais régulièrement des allers-retours, il y a cet aspect-là d'interlocuteur qui manque et il y a moyen d'en faire. Je crois pas qu'il en faut beaucoup pour pouvoir
inverser la vapeur. Mais profitons de cette pandémie pour pouvoir nous réunir. Exactement, beaucoup de choses sont en train de changer. Mais Alors, peut-être, docteur Dafali, votre expérience. Je vais être terre à terre. Est-ce qu'un médecin privé gagne bien sa vie au Maroc? Eh bien sûr, enfin, ça dépend de la spécialité, ça dépend aussi de sa compétence. Et puis, bien sûr, ça dépend des spécialités. Il y a des spécialités où on gagne très bien la vie par rapport à d'autres. Mais d'une manière générale, un médecin au Maroc jusqu'à présent, il peut gagner bien sa vie. Et puis, gagner sa vie, moi, je vais revenir un petit peu à la philosophie dont parlait mon ami Mehdi. Gagner la vie, ça sous-entend aussi enfin, je sais pas, un petit art de vivre, la façon dont on aime vraiment aborder notre vie. Chacun a sa façon de voir et chacun a sa façon vraiment de voir les choses. Mais d'une manière générale, je crois que les choses s'améliorent. Il y a il y a des alternatives. Il y a la sécurité sociale qui commence à être un petit peu généralisée. Les gens commencent à être plus conscients de la nécessité de faire des consultations, d'aller se faire soigner. Il y a quand même un niveau de vie qui commence un petit peu à augmenter. Je crois que tout ça contribue quand même à une dignité de vie, si j'ose dire ça, pour le médecin en secteur privé, quoi. Alors, on dit qu'au Maroc, il y a une santé à deux vitesses. Il y a le privé et il y a le public. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un médecin privé au Maroc ou qui a un cabinet au Maroc ne gagne pas mieux sa vie qu'un professeur ou des médecins comme vous en Belgique, docteur Hali? En ce qui concerne l'ophtalmo, mes collègues ophtalmologues qui ont fait leurs études avec moi, ils gagnent beaucoup leur vie par rapport à moi, hein. Vous savez pourquoi? Malgré que j'ai, soi-disant, un centre, franchement, docteur Kadar, malgré ça, on a les impôts, on a les crédits, on a les trucs, on peut rien faire. On paye beaucoup d'impôts. Maintenant, par exemple, si vous faites l'esthétique, on a TVA. On est vraiment encerclé de partout par le gouvernement ici. C'est-à-dire, l'ophtalmologue en Maroc, mes collègues, ils vivent une vie meilleure. Que Dieu les protège. Mais vraiment spectaculaire, énorme. Ça n'a rien à voir avec nous. Elle crie avec nos collègues. Oui. C'est bien. Alors, Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas Oui. Chacun a choisi son. sa voix, oui. Alors, docteur Samir Keddar, peut-être que Oui, un ami à vous n'est pas avec nous, malheureusement. Docteur Ammar Aziz, que vous connaissez bien, et qui aujourd'hui est en train de faire la traversée de Clermont-Ferrand vers Rabat, puisqu'il est en train de construire l'une des plus grandes cliniques sur la ville de Rabat après la clinique Cheikh Zayed. Je ne sais pas si vous avez contact avec lui, s'il vous raconte un peu comment les choses avancent. Est-ce que vous pouvez nous en parler et peut-être aussi dire que voilà quelqu'un qui a franchi le pas et à ma connaissance, il en est satisfait. Oui, Aziz Ammar, c'est un ami. Effectivement, il a pu faire le pas lui-même avant cela. Donc, je crois qu'il est toujours président de l'EMDAM, une association qui était très active entre l'Auvergne et Rachidia, oui. Donc et la région de Rich. Oui. Donc, il était très actif. Donc, à un certain moment, il a fait le pas, puis il s'est lancé avec d'autres collègues pour la construction d'une clinique privée. Non, j'ai peu de contacts. La dernière fois, j'ai eu au téléphone il y a quelques mois, mais il est tellement occupé avec ce nouveau projet que j'espère il va être bénéfique. Vous savez, donc on a besoin de médecins au Maroc, on a besoin d'infirmières. Il y a un déficit. On a fait, comme il a dit Brahim, donc le Maroc a évolué. La santé au Maroc a évolué aussi. Parce que il y a le Ramed, il y a l'assurance médicale obligatoire, il y a une diminution des prix de médicaments. Donc, il y a un tas de choses qui ont été réalisées. Malheureusement, il y a des insuffisances. Il y a le taux de mortalité infantile qui reste toujours élevé. Le taux de mortalité maternelle reste toujours élevé. Il y a un déficit au niveau
des ressources humaines. On a 0,6, 0,62 exactement médecins par 1000 habitants, ce qui est quand même très peu. Les infirmières, à peine une par 1000 habitants. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un monde où je reviens sur le terme, le mot phare j'espère, de l'émission, la mondialisation, c'est que dans ce monde-là, on peut intervenir à distance. On peut pratiquer la téléconsultation et la télésanté. Alors, pour revenir encore une fois au système de santé marocain, c'est un système de santé qui se cherche. Il est hétérogène. Il y a le côté privé, donc les cliniques privées, comme c'est Aziz ou bien d'autres, purement privés. Il y a le public, donc des hôpitaux publics. Il y a récemment, depuis quelques années, il y a deux fondations, Fondation Cheikh Zayed et la Fondation Cheikh Khalifa. C'est du privé à utilité publique. Et puis, il y a un secteur CNSS, je crois, qui est un petit peu mal défini. Donc, je crois à un certain moment, il va y avoir une homogénéisation de tout ce secteur de santé pour avoir et pour donner une santé unique et une offre unique aux citoyens. Ça d'une part. D'autre part, la problématique, c'est celui de la géographie. Donc, les médecins et le personnel soignant, ils se concentrent juste au niveau du rayon ou bien de l'axe Rabat-Casa, Marrakech, Fès un petit peu. Donc, voilà. Donc là, il y a un désert de santé. Mais encore une fois, la téléconsultation, elle peut résoudre pas mal de problèmes. Il y a un problème aussi et là c'est pour revenir à la recherche scientifique, de la propriété intellectuelle. Il faut asseoir certains règlements bien d'une manière régulière, donc pour protéger la propriété intellectuelle. Ça fait défaut par moment. Donc je crois qu'il y a des choses à faire, qu'il y a une ouverture de l'autre côté, du côté marocain, qu'il y a moyen de se faire aider par les fils du Maroc ou les enfants du Maroc, les enfants prodiges du Maroc. Il y a moyen donc il suffit d'avoir cette fluidité donc du contact et ce débat constructif. Merci docteur. Alors peut-être le mot de la fin et je vais faire un tour de table. Commencerons par Strasbourg. Docteur Samira Fafi, aujourd'hui le mot d'ordre au Maroc est le Made in Morocco. Alors je pense qu'au niveau médical, au niveau recherche aussi, on va beaucoup plus maintenant compter sur les compétences marocaines. Est-ce que vous, en tant que franco-marocaine, vous êtes prête à vous investir, ne serait-ce qu'à distance, dans ce mot d'ordre? C'est une très bonne nouvelle et je pense de toute façon depuis très longtemps, les ressources humaines, les têtes, les têtes pensantes, les inventeurs, il y en a toujours eu au Maroc et je suis très contente qu'avec cette épidémie de Covid, ça a fait encore plus émerger toutes ces compétences. Et je suis évidemment prête, j'espère que je pourrai avoir la possibilité de participer à cet élan d'émergence de compétences au niveau du Maroc, aider mon pays, participer dans toutes les recherches et avoir la possibilité d'échanger avec mes collègues marocains. Et que je félicite beaucoup parce que franchement, avec tout ce qu'on a vu, avec les inventions au niveau des masques, au niveau des respirateurs, ça c'était une fierté pour nous, Marocains, une fierté pour tout le monde. Alors, docteur Taleb, je sais que vous êtes vous croyez au destin et vous êtes aussi un artiste dans l'âme. Vous avez plusieurs casquettes. Là aussi, est-ce que vous pensez un jour franchir le pas et aller vers le Maroc? Docteur Talib. Est-ce que vous avez entendu ma question? Je crois qu'il y a un blocage au niveau de la ligne. Alors peut-être, docteur Hali, peut-être, avant de revenir vers docteur Talib, vous m'entendez? Pas du tout. Ah, pardon. Et je comprends la décision de franchir le pas vers le retour au Maroc.
تفضل سي طالب. Oui, moi j'y pense vraiment que moi, j'aimerais bien terminer ma vie à Rabat, à côté de On a quelques problèmes de son en fin ta d'émission. maison, On a quelques... Monsieur Elbiot, voisin à Rabat. Marhaba, tout ce que je peux vous J'aimerais dire. bien rentrer après. Bon, Alors, mon pays. Voilà. c'est Talib, est-ce que vous m'entendez? Docteur Talib. Oui, moi je vous entends maintenant, oui. Alors, vous disiez, Oui, tout à fait. vous disiez Donc, que, oui, effectivement, j'aimerais bien retourner le plus vite possible. Donc, par exemple, une région comme El Jadida, il doit y avoir des je ne potentialités. vous entends plus de nouveau. Une région comme El Jadida, il y a des potentialités énormes pour une spécialité comme la vôtre. Oui, tout à fait. Donc, il y a une potentialité pour toutes les spécialités, hein, donc je crois. Mais c'est vrai que j'aimerais bien retourner au Maroc dans un avenir proche, donc un an ou deux, éventuellement. C'est ce que je me dis depuis toujours. Mais comme je vous dis, le destin a fait que je suis toujours ici. Donc, mais tous les ans, je me dis, dans un an ou deux, je dois retourner. Et puis voilà, le destin. Je suis toujours ici. La même. Et, mais franchement, oui, je pense dans un an ou deux. Et on verra d'ici là. Alors, docteur Habi, comme on l'a dit au cours de cette émission, vous êtes un ami proche du professeur Slaoui. Alors, est-ce que vous avez de ses nouvelles? Pas amis. Pardon? Enfin, vous l'avez. On n'est pas amis, on a des collègues. Vous l'avez côtoyé? Oui, on a travaillé sur des projets. Bon, lui, il était évidemment à un niveau hiérarchique supérieur bien plus élevé que moi, mais j'ai collaboré directement avec lui sur certains projets de GSK. Alors, quel a été votre sentiment quand vous avez vu le président des États-Unis lui confier cette tâche de sauver l'humanité, hein? Bon, disons les choses comme elles sont. Oui, exactement. Écoutez, bon, moi je pense que c'est quelqu'un qui mérite évidemment cette confiance et de contribuer à coordonner les efforts aux États-Unis par rapport à la mise au point d'un vaccin. Il faut juste rappeler qu'il y a aujourd'hui 120 initiatives de vaccins, dont probablement une dizaine qui sont très sérieuses et qui ont déjà dépassé le stade d'essai clinique, que ce soit en Chine, en Europe ou oui, voilà, c'est principalement en Chine et en Europe. Donc, voilà, je pense que cette nomination est probablement amplement méritée. J'aimerais aussi réagir par rapport à votre question du retour au Maroc, Oui, si vous le permettez. oui, bien sûr. Oui? Oui, allez-y, allez-y. Ok. Bah, écoutez, moi, très simplement, il y a à peu près 3 ans, j'ai fait ce pas. J'ai fait ce pas. Je suis rentré au Maroc pendant un peu moins d'un an. J'ai dû à un moment donné faire des choix parce que voilà, j'ai compris que par rapport à des projets d'innovation, le climat n'était pas encore tout à fait prêt au Maroc. Mais je pense que le Maroc a une potentialité formidable pour avancer. Et j'aimerais lancer ici un rêve, hein. Je vais faire comme Luther King, I have a dream. Vous savez, mon rêve, c'est quoi? Oui. C'est que j'ai observé beaucoup l'industrie que je connais très bien, l'industrie pharmaceutique. Je l'ai observé pendant quasi 5 ans au Maroc. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de toutes les boîtes pharmaceutiques au Maroc, qui sont à peu près une vingtaine nationaux et une dizaine de multinationales, est à peu près de 1 milliard de dollars par année. Eh bien, moi, j'aimerais que d'ici 20 ans, on a une société marocaine qui met au point un produit pharmaceutique dont à lui seul, aura un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars par an. Et je pense que c'est possible. Je crois que c'est vraiment possible. Il faut juste une volonté d'abord, et puis un certain nombre de mécanismes. On n'a pas le temps. Donc, il y a une industrie par le ministère de l'enseignement supérieur au Maroc pour donner mon avis là-dessus. Donc, j'ai émis quelques pistes. Quand une agence du Sud
vite par rapport à la mise au médicaments par des sous, mais qui visent uniquement le développement. Dans les années... Oui, on a encore perdu votre... J'aimerais émettre oui, ce oui. rêve. D'accord. Maintenant, on a saisi le rêve. De temps en temps, on perdait votre voix, mais on a parfaitement saisi votre rêve. Alors, je vais terminer par... Par à Je vais d'abord donner la parole à Sibrahim Dafali et puis terminer par Dr Kaddar. Dr Brahim Dafali, qu'est-ce que vous pourriez dire à vos collègues et à vos confrères pour les inciter à venir au Maroc? Est-ce que vous avez entendu ma question? Alors, nous avons un petit problème au niveau de la ligne. Ben, touché par le nationalisme. Alors, nous avons un petit problème au niveau de la ligne. Si- Oui, c'est Dr Dafali. Oui, on entend très bien. Et par tout ce que j'ai et à travers, je ne sais. Oui, oui, tout à fait, je vous entends. Alors, j'ai dit que je suis vraiment très touché par tous les témoignages de mes confrères et amis aujourd'hui, par leurs témoignages concernant l'amour qu'ils ont pour le Maroc, pour leur pays d'origine, et qu'ils ont aussi pour voir le développement du secteur médical dans ce pays, qui ne cesse bien sûr de faire des efforts. Certainement, ces efforts vont prendre un petit peu plus de temps, mais ils sont là, et je crois qu'il faut être optimiste quant à la réalisation des rêves qu'ont mes amis belges et belgo-marocains incités aujourd'hui. Voilà. Merci, Dr Brahim Dafali. Alors, le mot de la fin pour Dr Kaddar. Alors, Dr Louhabi nous a parlé d'un rêve. Alors, est-ce que vous y croyez? Et une dernière question aussi, est-ce que vous ne pensez pas que le Maroc peut représenter une plateforme pour aller vers le continent africain? Pour vous, en tant que médecin et chercheur. Parce que l'avenir, tout le monde le dit, Oui. est en Afrique. Merci. Merci, Mustafa, pour le mot de début et de la fin. Moi, quand vous posez la question, si on pose la question à n'importe quel Marocain pour lui dire, sincèrement, pour lui dire s'il va revenir au Maroc, il va vous dire oui. Tôt ou tard, il va revenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un cordon rigide qui est solide. C'est indéfectible. Même si on parle mais qui va rentrer spécialiste du sommeil, je dirais pourquoi pas constituer, parce qu'on est dans la mondialisation encore une fois, la communication, cette facilité de communication, on a des expertises qui sont vraiment magnifiques, des expertises de pointe, donc soit aux États-Unis, au Canada, on a un lien régulier avec le Canada, avec ses boîtes, pardon, en Allemagne aussi, donc en France, en Suisse. Donc, il y a beaucoup de pays où il y a des compétences magnifiques et il y a moyen de regrouper tout ce beau monde-là. Et pourquoi pas un institut virtuel académique marocain qui va concentrer toutes ces concentrés d'intelligence de par le monde. Alors, voilà. La dernière question. Oui, oui. Donc, vous m'avez dit, par rapport à la plateforme. La plateforme est vers l'Afrique. Le Maroc est. Oui, tout à fait. Ben, c'est un lien vers l'Afrique, ça c'est clair. Et comme on dit, la santé pour moi, c'est une entreprise. Elle s'achète et ça se vend. Eh ben, ça pourrait être une plateforme
encore extraordinaire pour définir un regard objectif vers l'Afrique. Et je termine pour dire que restons optimistes et faisons avancer nos efforts ensemble d'une manière tout à fait fédérée. Merci beaucoup, Dr Samir Keddar. Merci, Dr Hali. Merci, Dr Samira Fafi, Dr Talib, Dr Brahim Dafali, Dr Abdelatif Louhabi. Nous avons passé 1h30 en votre compagnie. On n'a pas senti le temps passer, mais le débat était vraiment très intéressant. On a appris, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, l'idée aussi de cet institut virtuel, médical et scientifique est une idée formidable. J'espère que vous saurez la développer. Avant de prendre congé de nos téléspectateurs, rappelons que le débat de la semaine prochaine a pour thème un thème tout à fait important qui est les binationaux et les mariages forcés. Donc nous changeons totalement de cap, mais parce que c'est un problème récurrent aussi, un problème important vis-à-vis de notre communauté belgo-marocaine et maroco-européenne. Encore une fois, merci et à très bientôt. Je suis certain que nous nous retrouverons une autre fois pour débattre encore de ce thème fort intéressant et puis surtout des perspectives d'avenir et de coopération entre les diasporas marocaines et le Maroc. Et bonne fin de soirée.